Bonjour à tous. Nous allons maintenant conclure sur la question de la nation européenne, avant de passer à des considérations ensuite plus politiques et plus d'actualité. Alors, le concept de nation européenne qu'on a défini à travers les quatre caractères de la nation européenne, sa culture, sa population, son territoire et son histoire, euh, doivent être mis en perspective. C'est-à-dire que la nation européenne est diverse, mais comme la plupart des nations. C'est en fait une grande nation, une grande patrie qui regroupe plusieurs patries. C'est pas étonnant, c'est le cas de d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, qui regroupe les nations anglaises, écossaises, galloises. C'est le cas de l'Inde, qui comporte en fait plusieurs nations. Même en Suisse, vous avez de fait une nation suisse alémanique, suisse romande, suisse italienne. Vous avez en Belgique, en fait, deux sous-nations dans la grande nation belge, les Wallons et les Flamands. Euh, donc en fait, les nations, dans la plupart des cas, sont diverses et comportent plusieurs petites nations à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est même le cas de la France en fait. Vous aviez en France ce qu'on pourrait considérer comme une véritable nation bretonne, ou même corse, ou même basque, même bourguignonne, euh, voire alsacienne. Donc, il ne s'agit pas de dire que la nation européenne remplace les nations de l'Europe, mais elle les coiffe, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Et à ce titre, on peut dire que en fait, les peuples européens qui constituent la population européenne sont les composantes du peuple européen. Vous avez un peuple européen qui comprend plusieurs composantes. Et c'est bien normal parce que dans la plupart des cas, la vie est diverse. Donc il est normal qu'au sein d'une nation, vous ayez des petites nations et qu'au sein d'un grand peuple, vous ayez des peuples plus petits. Ça ne constitue pas une contradiction, c'est simplement une construction logique qui fait qu'une grande unité rassemble plusieurs unités de moindre envergure. Bon, alors, ce type de division et d'unité, ça existait par exemple en Italie. L'Italie, avant son unification, il faut rappeler qu'elle était divisée en pays locaux, qui avaient chacun leur État, leur langue, leur histoire, leur peuple, leur patriotisme local. Il y avait les Romains, il y avait les Vénitiens, il y avait les Florentins, il y avait les Napolitains, il y avait les Siciliens. Ils avaient chacun leur propre histoire, leurs propres États dans la plupart des cas. Ils se faisaient la guerre. Ils n'avaient jamais été unis ou indirectement. En tout cas, ils n'avaient pas été unis depuis au moins 1500 ans. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ces peuples différents, qui n'avaient pas la même langue, qui avaient une population commune mais qui était diverse, parce que les Italiens du nord, du centre, du sud, c'est pas exactement la même population. Ils n'avaient pas la même histoire, ils se faisaient souvent la guerre entre eux, ils n'avaient pas les mêmes alliés, certains étaient alliés avec les Français, d'autres avec les Autrichiens, d'autres avec les Espagnols. Euh, alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont unis? C'est trois éléments. D'abord, ils ont compris qu'ils faisaient partie d'une même ère culturelle. Ensuite, qu'ils partageaient un même territoire. Et enfin, que pour défendre leurs intérêts, ils étaient obligés
de s'unir parce qu'ils ne pesaient pas suffisamment. Il faut bien se rendre compte qu'au XIXe siècle, les Romains, les Vénitiens, les Florentins n'avaient plus la capacité de mener une politique vraiment autonome face à la France, face à l'Autriche. Donc ils se sont dit, au lieu de continuer nos querelles internes, on va s'unir pour pouvoir enfin prendre notre destin en main. Eh bien, donc, ces peuples italiens qui se sentaient donc d'abord romains, d'abord vénitiens, d'abord florentins, mais aussi un peu italiens, finalement, ils se sont unis. Et avec la construction de l'État italien, avec l'unification, avec la lutte pour établir cette unité, ils se sont sentis de plus en plus italiens, et maintenant ils se sentent d'abord italiens avant d'être romains, vénitiens ou florentins. Donc, en Europe, aujourd'hui, la situation est similaire à celle de l'Italie du XIXe siècle. On peut dire qu'aujourd'hui, le poids international de chaque pays d'Europe est au mieux moyen, pour ne pas dire très limité. Quand vous avez des puissances comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, et quand vous avez des puissances montantes, comme la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Indonésie, l'Égypte, le Mexique, le Brésil, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez plus la possibilité d'agir en tant que puissance qui pèse quand vous êtes uniquement la France ou uniquement l'Allemagne. Il faut regarder cette réalité en face. L'Europe aujourd'hui est dans la situation dans laquelle se trouvait l'Italie, les États italiens au XIXe siècle par rapport au reste des puissances européennes. Donc aujourd'hui, l'Europe par rapport au reste des puissances mondiales, c'est la même chose que les États italiens du XIXe siècle par rapport aux puissances européennes de l'époque. Et la situation ne va pas s'améliorer. Parce que les taux de croissance démographique, économique, militaire du reste du monde sont dans la plupart des cas 2 à 3 fois plus élevés que ceux que connaît l'Europe. Pour des raisons de transition, pour des raisons historiques. C'est comme ça. Donc l'Europe, il est hors de question que chaque pays européen individuellement puisse rétablir une puissance qui compte au plan mondial. Ce n'est plus possible. Donc l'Europe, pour qu'elle puisse défendre ses intérêts, pour qu'elle puisse peser sur le plan mondial, comme elle doit le faire de par sa situation géographique, de par son histoire, de par ses intérêts, elle ne peut pas se retirer de la compétition mondiale. L'Europe ne peut pas se restreindre à une simple position de neutralité, c'est pas possible. Donc, pour que l'Europe puisse défendre ses intérêts, se développer correctement, elle n'a qu'une seule voie, c'est s'unir de manière solide et durable dans un État fédéral pour disposer des leviers qui lui permettent de défendre ses intérêts et d'agir. Et cette unification, elle est bien logique, puisque comme nous l'avons vu, les peuples européens, ce sont les composantes du peuple européen, qui a une histoire, qui a une culture, qui a un territoire, qui a des caractéristiques. Et à ce titre, donc il est normal qu'elle ait son État, et elle a le droit, la population européenne a le droit d'avoir son État, et elle a besoin d'avoir son État. C'est maintenant une nécessité. Certains voudraient croire qu'on pourrait rester dans la situation actuelle avec une Union européenne qui contente un peu tout le monde, c'est-à-dire que on ne crée pas un État européen qui vient coiffer les États locaux, donc ça contente le patriotisme local de chacun. En même temps, on dit on est unis à travers une Union européenne qui est capable de défendre nos intérêts. Alors, d'une part, l'Union européenne, elle n'est pas assez puissante, donc elle ne peut pas défendre les intérêts des Européens correctement, ça se voit tous les jours. On ne peut pas, par exemple, exporter correctement face à
puissance dont disposent par exemple les Chinois ou les États-Unis pour imposer leurs produits à l'exportation, grâce à leur puissance diplomatique et militaire. L'Europe n'est pas capable de le faire. Il suffit de rappeler par exemple qu'en Arabie Saoudite, le contrat des chars Léopard qui devait être vendu aux Saoudiens a été annulé sur pression américaine. Donc il faut bien voir dans quelle situation de sujétion les Européens se trouvent. Et il faut aussi rappeler que l'Europe, si elle ne s'unifie pas dans un État, l'Union européenne actuelle n'est pas viable à long terme. Parce que les forces centrifuges vont reprendre le dessus s'il n'y a pas la perspective d'une unification politique. Sans cette perspective-là, vous ne pouvez pas mobiliser les opinions, vous ne pouvez pas leur offrir un but clair. Et l'euroscepticisme, depuis 20 ans, c'est la conséquence de l'absence de but clair et mobilisateur pour la construction de l'Europe, c'est-à-dire l'absence de perspective de création d'un État européen. C'est ça, c'est l'absence de volonté politique et de perspective politique qui en fait est la principale cause d'alimentation de l'euroscepticisme. Parce que l'euroscepticisme, il n'était pas aussi prégnant quand il y a 20 ou 30 ans, quand on était en train de mettre en chantier par exemple l'euro ou des grandes avancées sur le plan européen. C'est quand il n'y a plus d'avancées que cet euroscepticisme gagne, c'est pas l'inverse. Et pourquoi il n'y a plus d'avancées ? Il n'y a plus d'avancées parce qu'en fait, la volonté de passer à une étape de construction véritablement politique, ça ne peut plus relever des classes politiques qui sont purement nationales, en France, en Allemagne, en Italie. Pour faire cette avancée, ça nécessite une volonté européenne, c'est-à-dire au minimum une volonté en France et en Allemagne par un parti qui est présent en France et en Allemagne qui propose la création d'un État fédéral avec ces deux États, avec ces deux pays, fusion dans un État fédéral. C'est la seule manière de donner une impulsion politique à la construction européenne. On ne peut pas donner une impulsion politique à la construction européenne en disant qu'on va faire un budget européen ou une dette européenne, parce que ça, ce sont des prérogatives des États. Et si vous n'avez pas derrière un État européen qui a une légitimité avec un président, qui a une légitimité politique européenne, vous ne pouvez pas faire un budget autre qu'un gadget, mais vous ne pouvez pas faire un budget digne de ce nom et vous ne pouvez pas créer un État. Donc là, on est obligé de passer par l'étape politique, c'est-à-dire par la volonté politique, et donc par la désignation d'un but politique, la création d'un État européen, par une méthode précise. Voilà en ce qui concernait la conclusion s'agissant de la notion de nation européenne qui est diverse, qui comprend donc plusieurs nations à l'intérieur d'elle-même, qui les coiffe, tout comme le peuple européen qui est en formation comprend plusieurs peuples européens qui sont ses composantes, et comme c'est le cas dans la plupart des pays. Merci.